Quelle nouvelle recette pour Île-de-France Mobilité? Alors, on a déjà abordé depuis ce matin un certain nombre de pistes, mais on va continuer sur ce thème. Alors, je vous présente les différents intervenants. Alors, de l'extrême gauche, là-bas, Yves Crozet, qui est bien connu du transport, puisqu'il est depuis longtemps professeur émérite au LAET, le Laboratoire d'aménagement et d'économie des transports à Lyon. Et il viendra nous donner un peu son avis avec un exemple assez intéressant sur le financement du transport public. Daniel Weismann, on a un peu parlé de vous tout à l'heure, vous êtes président du MEDEF Île-de-France. Et on rebondira sur la contribution des entreprises, sujet qui a été abordé par votre collègue de la CCI tout à l'heure, et on est intéressé par votre propre opinion. Marie-Ange Debon, qui est présidente de l'UTP et présidente du directoire de Keolis, un des acteurs du transport public en France important. Grégoire de Astéry, local de l'étape, je ne le présente plus. Et puis on a aussi Monsieur Vught, qui est de la Chambre régionale des comptes et qui vient dans quelques instants, qui va nous présenter un rapport très intéressant sur la question. Puis je termine par Gilles Carrez, qui est ancien président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et qui a travaillé dans de nombreux rapports et qui connaît cette question sur le pouce, j'allais dire, et qui notamment a contribué à mettre en place les modèles du Grand Paris Express, mais aussi d'autres questions. Voilà, donc le tableau est posé. Je vais demander tout de suite à Grégoire de Astéry, vice-président d'Île-de-France Mobilité, de poser un peu le cadre de cette table ronde et de cette question des nouvelles recettes d'IDFM. Merci beaucoup et bonjour à tous. Beaucoup de choses ont été dites depuis ce matin et certains sujets aujourd'hui sont accordés autour de nous, je crois, notamment sur le fait qu'il va y avoir des besoins dans les années qui viennent et dès 2024 qui vont être importants à financer. 800 millions d'euros en 2024, dont 600 uniquement sur les nouvelles lignes et les JO, quasiment plus de 1,6 milliard uniquement sur les nouvelles lignes à horizon 2030-2031 et évidemment un montant supérieur étant donné la trajectoire de fonctionnement des services. Beaucoup de sujets ont déjà été évoqués, notamment sur les tarifications usagées, sur des pistes aussi accessoires pour pouvoir proposer de nouvelles pistes. Et finalement, la tarification, enfin, les nouvelles recettes se regroupent en 5 grandes catégories qu'on va évoquer lors de cette table ronde, je pense. La première, c'est évidemment les ressources qui sont déjà actuelles avec le split entre les usagers, la part que prend en charge les collectivités à travers du subventionnement direct et les entreprises avec notamment le versement mobilité. Une des premières pistes, évidemment, pour améliorer le financement des transports, c'est ce premier levier, même si les différentes interventions des uns et des autres aujourd'hui nous font bien sentir que ce levier-là sera insuffisant pour pouvoir faire face dans la durée à l'ensemble des besoins. Le deuxième sujet, c'est évidemment tout ce qui est fiscalité incitative, et notamment la fiscalité incitative en lien avec les mobilités polluantes. Comment est-ce qu'on arrive à opérer un transfert des mobilités polluantes vers les mobilités décarbonées, et en particulier les transports en commun? C'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes, qui portent une forme de justice écologique en elles-mêmes et qui ont néanmoins une limite dont il faut qu'on ait tous conscience, c'est qu'on souhaite tous que ces mobilités polluantes dans les années qui viennent soient de moins en moins fortes dans notre région. Et donc il faut aussi faire attention à asseoir des nouvelles ressources pour Île-de-France Mobilité sur une base qui va être de plus en plus faible dans les années à venir et des ressources tarifaires, des recettes qui vont donc se tarir dans les années qui viennent. Troisième sujet, c'est évidemment la fiscalité autour des questions foncières. Les transports en commun donnent de la valeur à des fonciers, que ce soit pour des particuliers ou que ce soit pour des entreprises, en améliorant leur mobilité. Il n'est pas anormal de réfléchir à ce qu'une partie de la richesse créée grâce à l'arrivée de nouveaux transports puisse justement financer l'investissement de ces mêmes transports. Donc tout un pan de fiscalité autour du foncier à voir. Quatrième pan de fiscalité, c'est autour de l'attractivité qui va être créée notamment pour les touristes grâce au transport en commun.
Une région avec de bons transports en commun, c'est une région qui va être d'autant plus attractive pour les touristes. Et on sait que l'Île-de-France est extrêmement attractive pour les touristes. Les chiffres de la matinée l'ont démontré. Aujourd'hui, les usagers financent 33% du coût réel de leur transport à chaque trajet. Il n'est pas anormal de se dire que peut-être les touristes pourraient financer un pourcentage plus élevé. Ça peut se faire de plein de manières différentes. On pense évidemment à la taxe de séjour, mais il y en a éventuellement d'autres. En tout cas, voilà un autre pilier sur les recettes futures. Et puis, le dernier sujet qu'il faut évidemment adresser, c'est la question de la productivité des opérateurs de transport en Île-de-France et donc la diminution du coût pour Île-de-France Mobilité de transport à service équivalent. Il y a pas mal de sujets là-dessus sur lesquels nous reviendrons. Des questions de mise en concurrence ont pu être évoquées dans les tables rondes précédentes, mais ce n'est pas les seuls points sur lesquels on pourra là aussi échanger lors de notre table ronde, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Grégoire pour cette présentation initiale qui fixe bien les idées. On va la compléter par la présentation par Thierry Vucht d'un rapport très intéressant de la Chambre régionale des comptes que vous dirigez, que vous présidez, et on donne quelques instants pour présenter les principaux enseignements de votre rapport. Je crois qu'on va afficher bientôt les premières slides. Merci beaucoup. Je vais essayer de tenir dans l'enjeu des quelques instants. D'abord, je précise, c'est un rapport qu'on a élaboré conjointement, la Cour des comptes, la deuxième chambre, qui est compétente sur les transports, et la Chambre régionale des comptes, qui est basé sur les données disponibles au deuxième semestre 2021, rapport qui a été publié il y a quelques mois dans le rapport public annuel de la Cour des comptes en mars de l'année dernière. Le début, je le mentionne pour mémoire parce que ce sont des points qui ont été évoqués déjà par de nombreux intervenants. Ce sont les conséquences de la crise sanitaire sur le contexte des transports en commun, avec quelques focus propres à la région et qu'on a essayé de mettre en évidence dans ce rapport. Je cite les plus importants. Le télétravail qui est, avons-nous remarqué, un impact plus fort en Île-de-France qu'ailleurs, parce que les CSP+, sont plus représentés en Île-de-France et qu'elles recourent plus au télétravail que les autres. Des comportements des usagers qui sont très liés à un phénomène de confiance dans les transports collectifs, et ça a déjà été évoqué, à la qualité de service, mais qui est une variable qui n'est absolument pas accessoire. Évidemment, un impact de la crise sanitaire sur la répartition géographique de l'habitat et du travail, qui est un élément là aussi d'environnement déterminant quand il s'agit de trouver des nouveaux financements. Et puis le développement des modes de transport dits doux, qui représentent déjà plus de 50% des déplacements dans cette région. Pour en venir directement au schéma qu'on a élaboré dans ce rapport, on a construit deux scénarios, avec en toile de fond le rappel des contraintes qui pèsent sur IDFM en termes de ratio de désendettement. Pas plus de 2 années de suite un ratio de désendettement supérieur à 15 années. Donc on a des scénarios avec différentes variables sur lesquelles on a présenté les éléments à notre connaissance. Premier élément, première variable, c'est l'étalement des investissements. Alors nous savons bien que ce n'est pas une variable sur laquelle il y a beaucoup de prise ou de marge. À partir du moment où on considère que l'essentiel du Grand Paris Express est intangible et que la majeure partie des investissements d'IDFM ne peut pas être remise en cause, mais on mentionne quand même cette variable qui, au moins dans un schéma théorique, existe. L'autre variable de nos scénarios, c'est évidemment l'augmentation tarifaire. On rappelle que les tarifs représentent une part encore assez faible des ressources d'IDFM. Troisième variable, ce sont les contributions des collectivités locales membres d'IDFM. Quatrième variable, c'est évidemment la contribution des employeurs. On en a déjà parlé. Et cinquième variable, ce sont les aides de l'État, avec un rappel, c'est qu'avant la crise sanitaire, l'État était un financeur marginal d'IDFM et qu'il apporte maintenant 15% des recettes d'exploitation. Il en apportait 2% en 2018.
Alors, il y a au-delà de ça 2 phénomènes sur lesquels notre rapport insiste. D'une part, c'est la maîtrise des dépenses d'exploitation. Ça a été rappelé, parce qu'il y a aussi un côté dépenses avant d'avoir un côté recettes. Et puis, il y a un rappel aussi qu'on fait sur les efforts de productivité. Alors, après, on arrive aux 2 scénarios qui sont synthétisés dans notre rapport sous la forme de ce tableau. Le premier scénario, c'est celui qui ne nécessite sans doute pas de financement supplémentaire. Il permet à IDFM de maintenir sa capacité de désendettement en dessous de 15 ans jusqu'en 2026. Il permet à l'État de réduire ses aides puis de les supprimer après 2023. Mais, et c'est un point sur lequel on insiste, ce scénario suppose qu'il y ait un décalage dans le temps du Grand Paris Express de 2 ans, un décalage dans le temps aussi du renouvellement du matériel roulant et un PPI qui ne soit exécuté qu'à 85%. Il suppose aussi que les autres leviers d'action, tarifaires, contribution des collectivités membres, soient activés. Le deuxième scénario, c'est celui qui aboutit à un financement complémentaire annuel de 300 millions d'euros. Il permet là également à IDFM de maintenir sa capacité de désendettement en dessous de 15 ans jusqu'en 2026, mais il affecte moins le rythme d'investissement. Le décalage du Grand Paris Express est moindre, le PPI est exécuté à 90%. Ce sur quoi nous insistons, c'est que dans les 2 scénarios, la soutenabilité de la dette d'IDFM au-delà de 2026 ne peut pas être assurée sans produits supplémentaires, quelle que soit la façon dont on joue sur les différentes variables que j'ai énoncées. La diapositive suivante, pour rester dans la présentation brève, c'est quelques mots d'actualisation par rapport à l'époque où ce rapport a été publié. Donc on a bien intégré les perspectives équilibrées sur 2022-2023, avec le maintien d'un déficit structurel pour les années suivantes. On a bien intégré aussi dans nos travaux en cours et réflexions ce qui a été fait côté dépenses, avec une offre de transport qui ne diminue pas, des investissements qui ne diminuent pas. Et on a bien intégré également les éléments nouveaux depuis la publication de notre rapport côté recettes, qui sont listés sur la diapositive, que ce soit la hausse du tarif du pass Navigo, les économies, les contributions des collectivités ou les subventions de l'État. Et on en arrive en fait à des pistes prioritaires et nouvelles recettes. Pour terminer ma présentation, je voudrais redire en préambule que les 2 éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, pour nous, sont plus que des éléments de contexte. Ce sont vraiment des variables décisives. C'est la maîtrise des dépenses d'exploitation et c'est l'ajustement de l'offre et la qualité de service qui sont des déterminants fondamentaux. Une fois ces rappels faits, on considère qu'il y a 2 pistes prioritaires. D'une part, le levier tarifaire. Alors, ça a été beaucoup évoqué. On le mentionne dans notre rapport, la situation de la fréquentation touristique et des tarifs appliqués aux touristes en Île-de-France est une piste de recettes supplémentaires. Et nous rappelons quand même que l'usager paye en 2021 20% des coûts d'IDFM. Il en payait 27% en 2018. Et par ailleurs, l'autre piste prioritaire, c'est la participation des collectivités locales membres. Leur contribution, elle est stable sur les 5 dernières années au travers de la crise sanitaire, autour de 16%. Ce qu'on souligne, c'est que la contribution des collectivités locales progresse de 1,1% par an en moyenne, quand les investissements qu'elles décident progressent de 4,1% en moyenne. Du coup, évidemment, le problème apparaît assez facilement. Et les nouvelles recettes, et j'en termine par là, en espérant ne pas avoir été trop long, ce sur quoi nous insistons dans le rapport, c'est la qualité de service qui est une incitation à l'usage des transports en commun, et donc à leur financement par le biais de la tarification. Les pistes sur la contribution, la mise à contribution des automobilistes,
Donc on l'a évoqué, les péages urbains, l'éco-contribution, la TICPE, qui doivent, de notre point de vue, rentrer dans l'équation générale sur les perspectives de financement, et un chantier qui est sans doute très complexe, qui est la valorisation de la plus-value foncière induite par le développement du réseau. Il y a de toute évidence un effet sur la ressource foncière et son prix qui, pour le moment, n'est pas, entre guillemets, capté, mais sur lequel un chantier pourrait utilement être ouvert. Voilà en résumé les principaux points de ce rapport. Merci beaucoup, Monsieur Vugt. 3 petites questions peut-être sur votre rapport. Quand vous dites sur votre dernière phrase, l'objectif est de pouvoir financer à terme le transport collectif d'Île-de-France avec uniquement des recettes régionales, est-ce que vous induisez que, par exemple, le versement mobilité pourrait être déplafonné sans autorisation de l'État, sans vote au Parlement? Est-ce que ça veut dire cela? Quand on dit régional, c'est local. Donc ça n'implique pas que la collectivité régionale, c'est toutes les contributeurs potentiels qui sont implantés en Île-de-France. Après, sur le devenir du versement mobilité, on ne s'est pas prononcé sur le sujet dans le rapport de l'année dernière. On y reviendra peut-être, mais on n'a pas pris de position sur ce thème. Sur la valorisation foncière, vous savez beaucoup mieux que nous et que moi que ça fait longtemps qu'on en parle. Qu'est-ce qui pourrait débloquer une captation d'une partie de cette valorisation foncière? Parce que ça bloque quand même depuis un certain temps tous ces mécanismes, notamment pour les nouvelles infrastructures. Si j'avais la solution miraculeuse pour vous proposer une formule pour capter la valorisation foncière, je pense qu'on aurait déjà publié un rapport que je pourrais vous présenter. Je pense qu'il faut que tous les acteurs, collectivités locales évidemment, administration de l'État, qui ont une partie de l'information en première main sur la valorisation foncière, les entreprises se mettent autour d'une table pour voir comment procéder. J'ai aucune information à vous communiquer sur un chantier qui pourrait être ouvert ou une perspective législative. Il en faudra nécessairement une. Simplement, c'est une piste qui nous paraît utile de ne pas écarter au stade où nous en sommes. Et dernière question, vous évoquez un possible décalage du Grand Paris Express d'1 an ou de 2 ans selon les scénarios. C'est un décalage forcé ou c'est un décalage naturel? C'est toutes les lignes? C'est la dernière ligne? Vous pouvez nous préciser un peu ce scénario? C'est une hypothèse qui est, vous l'avez vu mentionné dans le premier scénario du tableau. J'ai pris soin de préciser d'emblée qu'on avait évidemment pris connaissance du fait que c'était politiquement pas envisagé. Donc pour nous, c'est une hypothèse de travail. Après, ce n'est pas à nous de préconiser le décalage des chantiers du Grand Paris Express. Simplement, c'est une des variables qu'on a mentionnées, tout en étant conscient que ce n'est pas celle sur laquelle il est prévu de jouer. Merci beaucoup, Monsieur Vugt. Gilles Carrez, on va réafficher le petit tableau de Grégoire de Astéry, le petit diagramme qui fixe bien les différents éléments. Vous connaissez par cœur cette économie des transports franciliennes. On a envie de vous écouter sur la façon dont vous envisagez ces pistes de nouveaux financements. Votre avis d'expert des politiques publiques et des financements nous semble très précieux. Merci, bonjour à toutes et à tous. Avec mon ancien collègue Gilles Savary, spécialiste des transports, nous venons de remettre un rapport dans le cadre de l'Institut Montaigne qui traite de l'offre essentiellement, avec une priorité claire sur le développement de l'offre en grande couronne, un peu comme l'a dit tout à l'heure François Durovray, et puis qui traite également du financement, et notamment du financement de l'exploitation. Alors, avant d'évoquer les différentes pistes, je voudrais quand même dire un mot de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez, on investit plus de 4 milliards d'euros par an, ça ferait pâlir la province, sur les transports publics en Île-de-France. Et on est arrivé à ce résultat remarquable parce qu'il y a un vrai consensus que j'observe depuis des décennies entre l'État et la région. On a pu mettre en place un financement très innovant pour le Grand Paris Express, à partir de ressources d'ailleurs exclusivement régionales. Les contrats de plan se succèdent. Bon, il y a des difficultés budgétaires, c'est vrai, mais on y arrive. Et puis, il y a le financement du matériel roulant, avec les limites qui viennent d'être évoquées, par IDFM. En revanche, moi, ce qui me frappe,
c'est la question de l'exploitation, qui a toujours été difficile et qui l'est encore plus aujourd'hui. Et nous soulignons aussi le besoin énorme de financement qui est devant nous, 1,5 milliard à l'horizon 2030. Et là, ce qui me frappe, moi, c'est d'abord un problème de gouvernance. Il se trouve que j'ai siégé au conseil d'administration du STIF en 2005, de 2005 à 2009, sous la présidence de Jean-Paul Huchon, puis au conseil d'administration de la RATP. Et on est dans une situation qui est paradoxale et qui empêche de trouver plus facilement des consensus. Parce que d'un côté, l'État s'est complètement désengagé. Il ne siégeait pas au STIF à partir de 2005. Et puis de l'autre côté, c'est lui qui maîtrise, monsieur le préfet, les principaux opérateurs que sont la RATP et la SNCF. Alors, avec Gilles Savary, partant de ce constat, et lui ayant l'expérience du fonctionnement des autorités organisatrices en province, nous nous appelons à la mise en place d'une sorte de pacte de financement pluriannuel qui associe l'ensemble des parties prenantes, État, région et les départements, et Paris, qu'il ne faut pas oublier, autour d'une coordination, d'une harmonisation de l'évolution des principales recettes. Ces principales recettes où les responsabilités sont partagées. Il y a d'abord la recette fiscale, le versement mobilité, qui concerne les entreprises, qui est la recette principale, mais pour laquelle on a besoin de l'État. Même si la Cour des comptes n'a pas tranché, ça reste quand même largement législatif, n'est-ce pas ? Et puis, on a évidemment la recette tarifaire sous l'autorité d'IDFM. Et puis, on a les contributions des collectivités publiques et puis plus récemment, celles de l'État. Alors, nous pensons que vraiment, il faut coordonner de façon équilibrée les différentes évolutions de ces trois types de recettes. Et quelques observations sur chacune d'entre elles. D'abord, sur le versement mobilité. Il est légitime que les entreprises contribuent de façon importante, près de la moitié, vous disiez il y a un instant. C'est légitime parce qu'on a une singularité sur notre territoire, c'est que 6% du territoire accueille 68% des emplois. Et moi, je plaide inlassablement, moi qui me suis occupé pendant longtemps avant de devenir député des Villes Nouvelles, pour la relance d'une politique d'aménagement du territoire. Ça a été dit tout à l'heure dans la salle, mais cette course effrénée des transports qui essaye de rattraper une situation dans laquelle les emplois sont de plus en plus concentrés. Et je vois avec angoisse cette reconcentration. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises quittent la petite couronne pour aller à nouveau s'installer dans le triangle d'or. Et donc, il est légitime, dès lors que les coûts principaux, que ce soit d'investissement, que ce soit d'exploitation liés au domicile-travail, soient pris en charge par les entreprises. Mais nous disons, Gilles Savary et moi, qu'à 2,95% de taux en zone centrale, il faut faire attention, ça commence à être beaucoup. Nous disons aussi que, attention à des évolutions trop brutales, parce qu'il y a des phénomènes comme le télétravail qui peuvent conduire à dire, les employeurs, après tout, est-ce que nous devons payer autant ? Cela étant, ça doit rester la ressource principale. Et je pense, Madame la Présidente, qu'il y a quand même, nous pensons des marges de manœuvre, peut-être quelques 200, 300 millions, notamment pour que le versement transport, versement mobilité, accompagne l'amélioration substantielle de l'offre en zone métropolitaine dans les prochaines années. Ensuite, il y a la question tarifaire. Alors la question tarifaire, nous soulignons, mais ça a été dit et redit, que la part tarifaire est faible en Île-de-France. 26% qui reste à la charge de l'usager, 37% si on ajoute ce qui est pris en charge au titre des tarifs par les entreprises et par les collectivités avec les tarifs sociaux, mais ça ne fait jamais que 37% et 26% uniquement sur l'usager. Et nous pensons que là, il y a des marges et nous pensons aussi que les tarifs, c'est essentiel pour toutes sortes de raisons. D'abord, c'est une recette qui est autonome et qui est régulière. Ce n'est pas comme les contributions budgétaires avec tous les aléas qu'on connaît. Ensuite, c'est une recette, c'est une base qui permet
de la justice sociale. Les politiques sociales en matière de transport, elles se développent plus facilement à partir de tarifs. De ce point de vue, la gratuité, c'est une véritable injustice. Et puis troisièmement, très important aussi, c'est l'efficacité économique. C'est à partir des tarifs que l'on peut améliorer, mieux gérer les flux. Au moment des fortes pressions, les flux touristiques qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, nous pensons que ceci doit absolument être mis en œuvre. Et par ailleurs, on va avoir devant nous, Madame la Présidente, un gros défi. C'est avec l'arrivée du Grand Paris Express, il va y avoir une transformation énorme de l'offre. Est-ce qu'il sera normal, sur la base du simple pass Navigo, de pouvoir aller, par exemple, prendre l'avion à Orly de l'autre bout de l'Île-de-France? Et donc, nous préconisons peut-être qu'on réfléchisse au maintien, ça a été dit, il y a un consensus très fort là-dessus, du pass unique, mais pour ce qu'on appelle les déplacements essentiels, et qu'on grève dessus, grâce au numérique, grâce aux masses, on grève dessus une nouvelle tarification à l'usage qui soit plus fine, qui soit plus adaptée, qui soit plus évolutive et qui procure des recettes supplémentaires. C'est une proposition vraiment centrale de notre rapport. Les contributions publiques, on les connaît, on sait quelles sont les difficultés en matière de fiscalité locale, il y a des limites. Il y a cependant une recette, alors j'hésite à le dire devant les représentants des départements, mais sont les droits de mutation. Les droits de mutation ont énormément rapporté ces dernières années, et les droits de mutation, ils sont quand même très liés à la qualité des dessertes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, alors dès lors qu'il y aurait une très forte progression, bon, un écrêtement, mais je suis le premier conscient des grandes difficultés qu'ont les départements avec les dépenses sociales. Alors à partir de là, j'en viens aux recettes vraiment nouvelles. Alors, il y en a une sur laquelle il faut absolument qu'on travaille, c'est, nous l'appelons la redevance d'infrastructure. Nous pensons de plus en plus que, il faut imaginer une ressource à partir de l'usage de la route. C'est indispensable et peut-être qu'il serait plus facile de mettre en place un système simple dit de vignette, dès lors que l'usager utilise cet espace public qu'est la route. Une vignette peut-être serait beaucoup plus simple, nous semble-t-il, acceptable que les formules de type péage urbain auxquelles, que ce soit Gilles Savary ou moi-même, nous ne croyons pas beaucoup. On va avoir un défi devant nous. C'est que la TICPE, elle a quand même vocation à s'étioler avec la disparition progressive des moteurs thermiques. Et donc, il faut penser à de nouvelles ressources. Et je pense que le temps est venu de jeter les premières bases. Et peut-être qu'on pourrait expérimenter en Île-de-France. Et je crois que la notion de redevance d'infrastructure me paraît quand même plus positive que toutes ces notions de péage qui excluent. Gilles Savary vient de sortir un livre, je trouve, très intéressant qu'il a intitulé « La ville inaccessible ». François Durovray l'évoquait tout à l'heure, il y a un problème démocratique, il y a vraiment un problème d'accès aux emplois, parce que les emplois, ils sont dans la ville-centre, d'accès aux emplois par ceux qui sont rejetés et qui habitent à la périphérie. Et ça, c'est un gros enjeu politique pour nous, les élus. Alors après, il y a les recettes, des recettes vraiment innovantes. Bon, sur le foncier, moi, ma conviction, c'est que toute taxation au fil de l'eau, ça ne marche pas, parce que finalement, c'est intégré dans les prix. Et je pense que la meilleure politique, c'est une politique de réserve publique, d'acquisition foncière publique. On a un excellent instrument que vous présidez, qui est les PFIF, et je pense que l'on pourrait mettre en place un système fiscal incitatif qui consisterait à créer un abattement au titre des ventes aux collectivités publiques, FIF, régions, communes, au titre des ventes de terrain avant une date de temps, 2025, 2026, un abattement, et au contraire, cette date étant passée, une pénalisation par une augmentation du taux au titre de la rétention. Ce qui est très intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel, il y a 3 ou 4 ans, a validé une telle approche sur les acquisitions foncières publiques pour faire du logement social. Donc je pense que là, il y a une piste à creuser. Il
il faut se décider maintenant. Là, vraiment, le sujet est urgent. Et puis, il y a les rapports, je ne veux pas être trop long. Dans le rapport Duron, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Bon, taxation des colis, là aussi, on rejoint le problème de la route, mais les livraisons, tout ça se fait sans qu'il y ait prise en compte des déséconomies externes que ça provoque et de l'encombrement de la voirie et de la nécessité, à partir de là, de mieux financer les transports publics. Il y a la TVA à 5,5, à condition que le différentiel reste dans le budget des autorités organisatrices. Donc on a un certain nombre de pistes, et ce que nous appelons vraiment de nos voeux, c'est que les décideurs publics, et je félicite vraiment l'initiative d'aujourd'hui, une assise sur les transports montée conjointement par l'État et la région, c'est un excellent signe, mais que les décideurs publics se décident, si je puis dire, le plus rapidement possible, parce que le problème est vraiment urgent aujourd'hui, et c'est un problème avant tout d'exploitation, de fonctionnement. Merci beaucoup. C'était très clair. Gilles Carrez, vous avez signé tout à l'heure la fiscalité sur la voiture. Quelle forme doit-elle prendre selon vous? C'est une taxe carbone régionale? C'est une taxe carbone nationale? C'est très simple. Alors, je vais paraître très vieux jeu, mais une vignette, tout simplement. Une vignette. Comme la vignette pour les personnes âgées de 1900... Mais comment on l'a fait, une vignette? Alors mon collègue Gilles Savary va encore plus loin. Je suis très hésitant. Il dit mais il faudrait même les modes de circulation douce. Il y a des dépenses d'investissement, c'est infrastructure. Alors je lui ai dit surtout dans le rapport, on va surtout pas mettre qu'on taxe les vélos, sinon c'est tuer l'idée même. Mais je pense que il faut qu'on acclimate cette idée que l'usage de la route doit contribuer au financement des transports collectifs, parce qu'on ne pourra plus compter, ou de moins en moins dans l'avenir, sur la TICPE, qui avait, sans le dire, mais qui avait un peu ce rôle. Merci beaucoup, c'est très clair, Gilles Carrez. On reviendra évidemment d'ici la fin de cette journée sur toutes vos propositions. Je voudrais maintenant demander à Daniel Weisman, président du MEDEF Île-de-France. On a eu ce matin un aperçu de la position des entreprises via le président de la CCI. On a envie de vous entendre aujourd'hui sur toutes ces pistes. Qu'est-ce que vous portez comme idée sur les financements du transport public en Île-de-France? Peut-être avant de vous parler de pistes, je voudrais revenir sur deux points essentiels. Un, qui est le versement mobilité, et deux, je voudrais aujourd'hui vous expliquer la vision vue du chef d'entreprise de ces versements mobilité. Tout d'abord, comme on l'a dit ce matin, 60% du financement d'IDFM est financé par les entreprises au travers bien sûr du versement mobilité, mais aussi du pass Navigo. On a une chance, et j'en parlerai juste après, on partage avec Valérie Pécresse une priorité, c'est de travailler sur l'attractivité de notre région. Et je voudrais ici non pas effrayer les gens ou apeurer, mais c'est un des sujets qui me concerne tout particulièrement. Concernant le versement mobilité, je rappelle à tout le monde que c'est un impôt de production, et vous savez que c'est quelque chose de très compliqué pour les entreprises en France, compte tenu du fait qu'on est les champions de l'OCDE sur le niveau de taxation. Et en réalité, notre volonté, enfin notre souhait, est bien sûr qu'on ne touche pas à ce versement mobilité, même si je pars du principe que le système du versement mobilité porte en lui une énorme croissance financière pour Île-de-France Mobilité. Je voudrais vous donner juste quelques chiffres. En 2021, c'était 4,8 milliards. En 2022, on va augmenter ce versement mobilité de plus de 300 millions. Et en 2023, les visions très pessimistes que j'entends sont à 120 millions. Moi, ma vision, c'est plutôt 300 millions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que tout ça est indexé sur l'augmentation de la masse salariale, comme tout le monde le sait, que nous avons la chance, et d'où mon point sur l'attractivité de l'Île-de-France, d'avoir un marché, une dynamique salariale extrêmement bonne en Île-de-France, et très probablement pour les années à venir. Donc, je voudrais juste vous dire à tous qu'on est en pleine négociation salariale dans les entreprises, et que quand en 2022, l'augmentation moyenne dans les entreprises était de l'ordre de 3%, en 2023, elle sera probablement au-delà de 5%. Donc 5% sur ce qu'on verse en mobilité, en versement mobilité, c'est un peu plus de 250 millions supplémentaires. Donc
ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, cette dynamique salariale, on peut l'imaginer sur les 7 ans à venir, qui vont nous amener jusqu'en 2030. Et si on reste raisonnable et qu'on conserve un taux d'augmentation de la masse salariale de 3%, ça va nous amener en 2030 à environ 6,5 milliards de versements mobilité, soit plus d'1 milliard de ce que nous versons aujourd'hui. Donc ça, c'était pour parler du versement mobilité et vous dire que les entreprises ne sont pas vraiment favorables à cela par rapport à ce que ça représente, et je vais y venir dans 2 secondes. Par contre, on a d'autres idées, je vais vous en parler dans mon 3e point. J'ai pris résolument la décision de vous parler de ma propre entreprise et de vous expliquer ce que le versement mobilité représente pour moi. Donc, je suis à la tête d'une entreprise qui a des filiales un peu partout en Europe, du Sud notamment. Mais en France, on fait à peu près 300 millions de chiffre d'affaires et on est à peu près 600. J'ai 2 sites, un en Seine-Saint-Denis et un dans le Loiret. Si je regarde combien je paye de versement mobilité et de pass Navigo, je suis au-delà du million, en million, 1,50 million pour être très précis. Si, et ce n'est pas ce qui va se passer, parce que je reste très francilien dans l'âme et j'ai besoin de l'Île-de-France, mais la réalité, c'est que virtuellement, si j'allais dans le Loiret avec mes effectifs, j'économiserais 860 000 euros. Donc 860 000 euros d'investissement supplémentaire, de recrutement supplémentaire, et ainsi de suite. Ça n'est pas mon intention. Mais la réalité, c'est que vous avez d'innombrables entreprises en Île-de-France, dont, et je prends la mienne par exemple, j'ai 100 commerciaux au niveau national qui sont rattachés à mon établissement parisien. Enfin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France. Si ces 100 personnes étaient rattachées à mon établissement du Loiret, ce que je pourrais très bien faire, j'économiserais 300 000 euros. Ce que je veux dire par cette démonstration, c'est que il ne faut pas qu'on aille trop loin dans cette approche du versement mobilité, car à un moment donné, ça aura un impact sur l'attractivité. Et pour finir mon point, nous sommes depuis la pandémie victimes, et je peux vous dire que ça nous pèse énormément en Île-de-France, de la volonté d'innombrables salariés de partir en province. Parce que le télétravail aidant, pour certains, il est plus facile, en tout cas très attractif, de s'éloigner de 100 à 200 km de Paris et venir 2 jours à Paris pour travailler. Ce phénomène-là ne va pas nous arranger dans notre façon, à nous, chefs d'entreprise, de conserver les emplois en Île-de-France. Donc l'idée pour moi aujourd'hui dans cette démonstration, c'est d'expliquer que notre intention, en tout cas pour les entreprises Île-de-France, c'est de conserver notre compétitivité et notre attractivité. Et c'est pour ça qu'on souhaite sanctuariser ce versement mobilité. D'accord ? L'autre point, c'est qu'on a parlé du modèle économique. Je pense qu'il est nécessaire de le rééquilibrer. On a depuis 2019, enfin depuis un certain nombre d'années, vu les recettes commerciales baisser. Je crois qu'aujourd'hui, ça représente 20% globalement un peu plus. Combien ? 35 ? Ça dépend comment. On a vu depuis tout à l'heure les variations, mais 26 ou 37. 26 avec participation intègre, ou non dans le pass Navigo des entreprises. Donc, pour nous, on a atteint une limite quand même qui tente à descendre de façon dangereuse, on va dire. Donc, cette volonté de vouloir équilibrer est pour nous quelque chose de très important. Dans les pistes de réflexion, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit et brillamment dit par les gens autour de cette table. Je voudrais simplement dire 2 choses. La première, c'est qu'il nous apparaît, en tout cas au niveau du MEDEF, et là je parle vraiment au nom du MEDEF national, qu'un fléchage soit reconsidéré au niveau de tout ce qui est décarbonation. Et on parlait de la TICPE tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, sur IDFM, touche 90 millions de la TICPE sur une recette totale de 40 milliards au niveau national. Nous, en tant que chefs d'entreprise, on considère que, et on est les premiers à vouloir aller vers cette décarbonation et aller vers cet environnement plus vert, notamment dans les métropoles, ça va nécessiter un travail de l'État sur le fléchage de cet argent-là pour pouvoir favoriser le développement des transports. Le deuxième sujet, et vous allez voir qu'on fait des propositions, et j'en ai déjà parlé avec Valérie Pécresse et Marc Guillaume, si notre volonté est de sanctuariser le versement mobilité,
Par contre, sur le pass Navigo, nous avons des propositions. On nous a ouvert il y a 2 ans maintenant la possibilité de monter à 75% de participation des entreprises dans le pass Navigo. Nous pensons, nous au MEDEF, que c'est une piste qu'il faut qu'on investigue. Je dirais qu'il faut l'investiguer au même titre, au même moment qu'il faut investiguer l'augmentation du pass Navigo. Pourquoi ? Parce qu'on peut augmenter le pass Navigo si l'entreprise prend en charge ce dépassement, ça sera neutre pour l'usager, on va dire, et c'est peut-être une solution vers laquelle on doit aller. Je rappelle que les chefs d'entreprise ont intérêt aujourd'hui à aller sur cette piste-là, car elle est fiscalement intéressante pour les entreprises et elle est aussi, dans le cadre des négociations salariales qu'on a tous les ans, une piste qui séduit de plus en plus les chefs d'entreprise dans leurs négociations pour apporter autre chose que des augmentations salariales, mais des avantages sociaux. Donc nous serons partie prenante si c'est possible dans cette discussion, parce que nous pensons que c'est une des pistes vraiment de gain. Le dernier point que je voudrais... oui, pour bien comprendre, juste sur ce point-là, excusez-moi de vous interrompre, vous êtes pour une généralisation de cette prise en charge à 75%, pour la rendre obligatoire, pour la faire au-delà des 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous préciser ? Alors, au-delà des 2 ans, c'est certain. Je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans la durée. Sur le crantage entre 50 et 75, je pense qu'il faut qu'on en discute et qu'on calcule les équilibres financiers. Je pense pas si on parle de 75%, ça serait quand même dangereux de le rendre obligatoire. Mais nous, en tout cas, en tant qu'organisation professionnelle, on a déjà démarré en 2022 une grande campagne de communication auprès de nos adhérents pour favoriser le fait, et Dominique le disait ce matin, il y a déjà pas mal d'entreprises qui commencent à y aller, parce que, je vous le dis, d'un point de vue social, c'est un levier intéressant. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est que je formule d'ailleurs cette question auprès de l'État, c'est que nous ne sommes pas présents au sein d'IDFM, nous sommes les premiers financeurs, et il nous paraîtrait logique d'être, au-delà de la présence de la Chambre de commerce, peut-être un petit peu plus présent dans les instances de gouvernance d'IDFM pour apporter des solutions, apporter un éclairage aussi, parce que quand 60% du financement est fait par les entreprises, je pense que ça vaut quand même la peine d'avoir leur opinion sur les différentes pistes, et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Merci beaucoup, M. Vezin, pour votre présentation. J'avais 2 questions qui me venaient à l'esprit. La première sur, j'allais l'appeler ce risque que certains de vos employés aient plutôt envie de partir et que vous ayez du mal à les retenir. Vous l'évaluez de quelle façon ? Sur mon site parisien, j'ai 320 salariés. J'ai eu, sur la deuxième partie de l'année dernière, 30 demandes de départ en province. Presque 10%. Un peu moins, ouais, 9%, exactement. Et deuxième question, qui est une question de détail. Vous avez parlé beaucoup de valeur absolue tout à l'heure sur les contributions au versement mobilité, 300 millions, etc. Et donc lié à l'augmentation de la masse salariale. Est-ce qu'on peut le rapporter à l'augmentation des chiffres d'affaires de vos entreprises ? Est-ce qu'il y a des façons de comparer qui puissent permettre de relativiser ce chiffre ? Non, enfin, on peut tenter de faire des ratios, mais en général, la masse salariale, elle n'est pas forcément corrélée à l'augmentation du chiffre d'affaires. Plus on fait de chiffre d'affaires, bien évidemment, plus on a de chances de recruter, mais ce n'est pas forcément le bon ratio. Le bon ratio, c'est vraiment la masse salariale, et à nouveau, je le répète, nous avons la chance d'être dans une région qui est extrêmement dynamique d'un point de vue salarial, et il faut le prendre en compte, et je trouve que dans toutes nos discussions depuis ce matin, on ne l'a pas suffisamment pris en compte. Merci beaucoup, M. Vezman. Marie-Ange Debon, vous dirigez l'UTP, qui est l'organisation patronale du transport public, des opérateurs du transport public. On ne les a pas beaucoup entendus ce matin, un petit peu au début avec Jean Castex, et vous êtes aussi président du directoire de Keolis. On a envie de vous entendre sur les moyens de réaliser ce qu'on appelle de plus en plus le choc d'offres. Je crois que c'est un peu comme ça que tout le monde le nomme aujourd'hui, sur ces leviers de financement du choc d'offres que vous appelez de vos voeux. Oui, merci Gilles, bonjour à tous et à toutes. Oui, alors je pense qu'on sent que des consensus sont en train peut-être d'émerger, où il y a des alignements. Alors je vais pas revenir sur tout ce qui a été évoqué, peut-être reprendre sur 2-3 points. Donc, en effet, le choc d'offres, on est intimement persuadé en tant qu'opérateur, donc expert de la mobilité,
la question a été posée à la table ronde précédente, c'est l'offre dans son étendue et dans sa qualité qui crée la demande. Donc c'est vraiment le premier point qu'il faut conserver en tête. On le voit absolument partout. Le deuxième sujet qui frappe, pour revenir un peu aussi sur ce que vous disiez, et c'est pour ça qu'on voit que la solution est dans un panel de réponses sur la tarification, la billettique, les tarifs, quelle que soit la façon dont on en parle. Nous, on regarde tout le temps un indicateur qui est tout simple, qui s'appelle le R sur D, les recettes comparées à la dépense. C'est la base. Et c'est vrai que si on regarde cet indicateur, en Île-de-France, on est plutôt en dessous. Et beaucoup prennent des comparaisons, d'exemples qui sont différents. On parle souvent de la Suisse, qui a quand même beaucoup de limites par rapport aux caractéristiques de la France, qui est un cadre complètement différent. Mais si on regarde des capitales européennes d'une certaine taille, avec un réseau dense, la région Île-de-France a clairement un ratio R sur D qui est plutôt un peu plus bas que la moyenne et plus bas que beaucoup de capitales européennes. Donc de ce point de vue-là, on a un taux de couverture des dépenses par les recettes de la tarification qui est incontestablement plus bas, alors que de nouveaux services sont en train d'arriver. Donc c'est quand même le deuxième élément qu'il faut conserver en tête dans le contexte et dans la compréhension de comment on finance cet accroissement de services qu'on appelle globalement tous de nos voeux. Peut-être le troisième élément sur lequel je voulais revenir, c'est autour du versement mobilité. Alors, plusieurs choses. Certes, il a une part très importante et les entreprises sont majeures. Je crois que pour nous, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que la légitimité du rôle du versement mobilité, il ne faut pas simplement aller le chercher dans l'existence d'un moyen de transport pour faire le trajet domicile-travail. C'est vraiment l'ensemble de l'attractivité d'un territoire qui est au bénéfice d'une entreprise. Ce n'est pas simplement le salarié d'une entreprise, c'est l'ensemble de sa famille, de la capacité qu'il aura à vivre dans un territoire. Et le trajet domicile-travail ne représente que 30% des trajets, de toute façon, quand on regarde. Donc, penser qu'il faut uniquement faire ce lien, pour nous, c'est vraiment pas l'approche d'un vrai écosystème et d'une attractivité du territoire. Et j'entends votre comparaison, mais la question aujourd'hui du versement mobilité, elle ne se pose pas que simplement en Île-de-France, puisqu'il y a beaucoup de collectivités locales hors de Paris qui appellent de leur vœu une réflexion sur le versement mobilité. Donc je ne sais pas ce qu'il en est dans le Loiret, mais je peux vous dire que dans d'autres collectivités locales, on a cette réflexion sur le versement mobilité parce que c'est un élément majeur de l'attractivité du territoire, de l'attractivité pour les entreprises dans des métiers qui sont en très très forte tension. Et c'est un ensemble qui participe de cela et les entreprises, évidemment, en bénéficient de manière assez forte. Sans compter les retombées directes qu'il faut avoir en tête sur l'absence de parking. Les entreprises n'ont plus besoin d'avoir de parking pour garer les voitures de leurs salariés quand il y a des transports publics. Sans compter évidemment les effets bénéfiques en matière d'accidentologie routière quand on utilise les transports en commun plutôt que sa voiture individuelle. Tous ces éléments sont à prendre en compte et ne sont pas toujours faciles à chiffrer, mais pas de parking pour une entreprise, ça a un effet direct bénéfique et c'est bien grâce au transport public qu'on l'obtient. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. On ne peut être que d'accord avec votre proposition en ce qui nous concerne pour l'UTP, puisque l'UTP en fait a proposé au sénateur Tabarot en juin l'année dernière cette idée du 75% pris en charge par les entreprises avec une exonération, et l'État l'a accepté. Il y a une exonération des charges sociales qui va avec. Donc c'est vrai que c'était un message qu'on a voulu assez fort en faveur des transports publics. Pour l'instant, voté que pour 2 ans, mais s'il était pérennisé, ça ne pourrait être qu'un message positif en faveur des transports publics. Et donc, de ce point de vue-là, côté UTP, on serait ravis que l'ensemble des entreprises soutiennent. Mais je pense que c'est important d'avoir cette vision globale sur le versement mobilité. Peut-être un quatrième élément, je crois qu'il a été mentionné ce matin, mais on n'en parle quand même pas assez. Pour nous, c'est aussi un élément important, non seulement financier, mais aussi psychologique.
La fraude dans les transports, c'est une perte de recettes de 600 à 700 millions d'euros par an, dont probablement autour d'un tiers qui est en Île-de-France. Donc cette action, elle est importante d'être conduite. On a essayé de travailler en permanence là-dessus. Il faut savoir que les amendes ne sont pas recouvrées ou très peu recouvrées, puisqu'on estime probablement qu'il y a un taux de recouvrement qui est autour de 10%. Notamment parce qu'on n'a pas les adresses des contrevenants. On appelle de nos voeux vis-à-vis de l'État qu'une plateforme puisse être mise en place depuis un certain temps pour qu'on puisse procéder à ce recouvrement pour l'ensemble des opérateurs, à la fois dans le transport urbain, dans le transport ferroviaire. Donc là, je crois que côté DGITM, on a l'action en main qui devrait déboucher, mais évidemment, c'est aussi un élément de ressources. 200 millions d'euros pérennes pour Île-de-France Mobilité, ce n'est pas complètement négligeable dans le panorama global. Et puis ensuite, d'une manière générale ensuite, c'est vrai que on a la conviction de l'effet bénéfique sur un territoire du développement du transport, à la fois dans sa dimension sociale, de lutte contre la fracture, de favoriser les revenus les plus modestes, de sa dimension environnementale. Donc c'est pour ça qu'on est très militant, si je puis dire, d'un choc d'offres, et que le choc d'offres, il va arriver en Île-de-France avec l'ouverture de nouveaux moyens dans les semaines et mois qui arrivent, de nouvelles lignes, de nouvelles capacités. Donc il est absolument indispensable de le financer. Et toute la palette qui est extrêmement bien résumée ici dans cette slide synthétique, les opérateurs comme la fédération qui les représente, ils sont assez favorables et trouvent qu'elles ont du sens. Après, bien sûr, il y a une mécanique de finances publiques qui convient de mettre en œuvre et qui est pour beaucoup législative, qui permet d'optimiser cet ensemble. La fiscalité du foncier, ça fait très longtemps qu'on en parle, en effet. Le péage, j'ai entendu Gilles Carrez, mais c'est vrai que le péage de congestion dans les zones les plus denses peut avoir quand même une vertu, et il existe dans un certain nombre de villes. Donc, il ne faut pas complètement l'exclure, même si aussi, nous, l'infrastructure, la taxe ou la contribution d'infrastructure a aussi, la redevance d'utilisation d'infrastructure a aussi beaucoup de sens. Les derniers éléments autour de ce thème-là qui nous paraissent aussi être des pistes, c'est évidemment les véhicules de fonction dans les entreprises qui peuvent aussi être une assiette de réflexion. Et puis tout le sujet du stationnement et la gestion de la voirie dans beaucoup de villes. C'est les recettes de stationnement et les recettes de voirie sur lesquelles on joue à la fois pour réduire la congestion, pour favoriser les transports publics et pour avoir une ressource complémentaire. Donc cette partie stationnement, et elle fait partie d'une politique de mobilité d'un territoire. Donc dissocier stationnement, parking d'un côté et mobilité de l'autre, non seulement n'est pas forcément économiquement le plus pertinent, mais même dans la réflexion sur la mobilité, ça aurait beaucoup de sens de travailler de manière coordonnée sur ce sujet-là. Il y a quelques villes qui s'y sont lancées, en particulier quand il y avait le même président à la tête de la ville et la métropole, c'était parfois plus facile. Et donc ça existe et ça a évidemment beaucoup de sens, et d'un point de vue mobilité, d'un point de vue efficacité économique. Donc voilà un peu nous toutes les contributions à la fois en termes de réflexion sur la mobilité et sur les aspects financiers auxquels nous réfléchissons en tant qu'opérateurs de la mobilité. Merci beaucoup Marie-Ange Debon. Avant de donner la parole à M. Weisman, deux petites questions sur les véhicules de fonction. Vous n'avez pas précisé ce que vous souhaitiez. Pour l'instant, la taxe, elle est forfaitaire. Vous souhaitez qu'elle soit liée à son usage kilométrique ? Oui, probablement. C'est un usage kilométrique qui est beaucoup plus important que parfois les véhicules individuels. Donc oui, lié à l'usage kilométrique serait sans doute le plus pertinent. Mais c'est à des experts des finances publiques de travailler un petit peu plus sur les assiettes et les bases. Et deuxième question, tout en bas à droite du graphique que vous avez sous les yeux, il y a marqué productivité, diminution du coût des opérateurs. Vous êtes concerné au premier chef puisque vous êtes opérateur, y compris en Île-de-France, via votre entreprise Keolis, mais l'ensemble des opérateurs, y compris la RATP et la SNCF, adhèrent à l'UTP.
comment vous la quantifiez, comment vous la mettez en œuvre? Est-ce que vous avez 2 mots sur cette question? La présidente l'a dit tout à l'heure, c'est sûr que la concurrence ne peut qu'avoir un effet bénéfique sur... C'est un stimulant pour nous tous. L'ensemble des opérateurs sont en permanence dans la réflexion d'amélioration, d'optimisation de leur mode de fonctionnement. Donc, elle peut être en effet un aiguillon collectif pour nous améliorer et apporter un meilleur service au meilleur coût à nos clients. C'est en effet ce qui existe partout en région hors d'Île-de-France, où d'ailleurs la RATP est d'ailleurs elle-même parfois présente en concurrence des autres opérateurs du transport urbain, par exemple. C'est vrai que c'est difficile d'être en concurrence à l'extérieur et de fermer à l'intérieur. C'est vrai que c'est difficile. Daniel Weisman, vous aviez une remarque. Oui, je voudrais juste dire que je trouve vos propos un peu difficiles à entendre, dans le sens où finalement vos propositions ne sont qu'au travers de taxation, et encore taxation, et encore taxation pour les entreprises. Vous l'avez dit vous-même, nous finançons près de 60% du transport en Île-de-France. J'espère probablement dans les 7 ans à venir un petit peu plus avec ce que je vous ai annoncé. Et pour finalement un niveau de 30 à 40% d'usagers salariés. Donc nous considérons aujourd'hui qu'on paye vraiment beaucoup notre quote-part. Aller au-delà de ça, ce serait confiscatoire d'un point de vue des taxes pour les entreprises, d'où le danger. Donc je pense que si on veut avancer sur ce projet de financement à 7 ans, il faut qu'on ait une approche beaucoup plus équilibrée entre les taxes et les recettes qu'on peut obtenir par ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer, une fois n'est pas coutume, ce tour de table, premier tour de table, par l'académie, hein, j'allais dire un académicien, par l'académie, par un universitaire, Yves Crozet. Et vous avez décidé, Yves, de nous emmener loin, de l'autre côté de l'Atlantique, pour essayer de compléter un peu ce panorama par des solutions que vous considérez comme innovantes. Voilà, ce que je vous propose, c'est une petite méthode de travail, alors pas pour aujourd'hui, mais pour la suite, parce que j'imagine qu'il va falloir trouver des solutions, parce qu'on en a balayé tout un tas, et je voudrais les grouper en 3, le R, le D et le GAP. Donc le R, c'est les recettes commerciales, le D, c'est les dépenses d'exploitation, et partout, pas seulement en Île-de-France, mais partout en Europe, le gap entre les deux se creuse. On reviendra tout à l'heure sur le R et le D, concentrons-nous sur le gap. Et on va utiliser un mot anglais parce qu'on va parler des États-Unis. Donc je vous propose de vous transférer sur la métropole de New York et regarder les comptes de la métropole de New York, comment ça marche, la mobilité, l'autorité métropolitaine des transports, le MTA de New York, qu'est-ce que ça représente? D'abord, en chiffre d'affaires, c'est pas tout à fait le double, mais presque le double de Île-de-France Mobilité. Vous allez sur Internet, vous trouvez leur budget jusqu'à 2026. C'est à peu près les mêmes graphiques que ceux que Laurent nous a présentés ce matin. Voilà, ils vont être à 22 milliards de dollars de dépenses. Et là-dessus, qu'est-ce qui vient combler le gap? Alors d'abord, je vous rassure, ne soyez pas tout seuls. À 2026, ils ont un gap qui reste entre 1 et 3 milliards de dollars. Donc, on peut réorganiser la même réunion dans 10 ans. On aura toujours 2 ou 3 milliards à trouver, je vous rassure. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une foultitude de taxes. Ils sont beaucoup plus inventifs que nous. Donc, allons les chercher. Il y en a qui existent déjà. Je vous propose de les classer en 2 catégories. Les taxes qui financent l'autorité des transports, mais qui ne sont pas liées à la mobilité, d'une part. Et d'autre part, celles qui sont liées à la mobilité. Celles qui ne sont pas liées à la mobilité, les types de taxes, eh ben c'est quoi? C'est essentiellement des taxes sur les salaires, voilà, parce que les salariés peuvent payer une taxe mais ne jamais utiliser les transports collectifs. Le payroll tax, mais chez eux, c'est entre 0,3 et 0,8%. C'est nettement moins. Pour tous les salariés? Voilà, pour les salariés. Ça dépend des districts. Ensuite, il y a des taxes sur les cessions immobilières. Il y a des taxes sur les commerces, il y a quelques taxes foncières. Tout ça, c'est une partie des taxes qui existent, qui est reversée à l'autorité métropolitaine. Vous voyez bien qu'on a les mêmes questions ici, à Paris comme ailleurs, et vous voyez bien que ces questions de taxes consistent en fait à transférer des recettes d'un organisme à l'autre. La baisse de la TVA,
C'est simplement de dire il faut que l'État soit moins gourmand, et puis ça vient pour nous. La taxe sur les plus-values immobilières, elle existe par la taxation nationale. On peut dire une partie de la taxe sur les plus-values qui ne vont pas au département, les plus-values qui va à l'État, on va la reverser. La taxe sur les cessions immobilières, alors monsieur le député, monsieur Carrez, je vous en prie, je suis maire de ma petite commune, et ce que le département nous reverse sur les droits de mutation, c'est indispensable pour nous pour financer le budget. Donc, n'y touchons pas, vous voyez, l'élu que je suis est comme les autres. Et vous voyez bien que si on veut aller chercher des choses nouvelles du côté de ce qui n'est pas vraiment lié à la mobilité, voilà, on ne va pas trouver grand-chose. Alors bien sûr, le versement mobilité, le payroll tax, mais qui est déjà relativement élevé. Donc l'idée, ça serait plutôt d'aller voir du côté de la mobilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une logique, c'est ce qu'a un peu dit Gilles Carrez, en disant mais il faut que la mobilité contribue à la mobilité parce que le R est quand même relativement faible. Alors ce qui existe aux États-Unis, c'est dans certains districts une taxe sur les permis de conduire, une taxe sur les cartes grises, il existe une petite taxe sur les taxis, et puis voilà, il existe bien sûr une partie de la taxe sur les carburants. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit ici pour nous la même chose. Alors soit on crée des petites taxes nouvelles, j'ai entendu taxer les SUV, pourquoi pas, mais la matière taxable a vite tendance à s'évanouir parce que dès que vous fixez une taille ou un poids du SUV, immédiatement on va acheter celui qui est plus petit. J'ai entendu qu'on pouvait taxer la livraison des colis, pourquoi pas. Il me semblerait plus judicieux de dire que la livraison gratuite est interdite et que sur la facture, le prix de la livraison doit être fixé et que la gratuité ne se justifierait que si vous êtes livré dans un espace collectif et pas à domicile. Mais ça pose des questions dans les zones rurales, cette affaire-là. On est sur des choses, vous voyez, qui sont quand même des recettes marginales. Et donc, vous voyez bien que, c'est ce qu'a dit ce matin Bruno Bernard, il faudra taper partout, quoi. Et sans doute des choses, sur des choses qui existent déjà, n'en déplaise à mon voisin de gauche. La troisième chose qui est très surprenante à New York, c'est que vous ouvrez le site de MTA et vous avez, comme sur tous les sites Internet, vous avez les grands pavés en haut. Et au lieu d'avoir un pavé tarification, billet, le pavé s'appelle Fares and Tolls, c'est-à-dire billetterie et péage. Parce que l'autorité des transports new-yorkaise est propriétaire de 9 ponts et tunnels qui alimentent Manhattan et qui sont à péage. Et ça rapporte 2 milliards d'euros par an. Il faudra enlever les coûts de fonctionnement qui sont à peu près de 4 à 500 millions. Voilà, il y a 1 milliard net de péages qui alimentent. Mais je ne vous ai pas dit le détail. À l'horizon 2026, ils envisagent 5 milliards par an de recettes commerciales. Vous voyez que ce n'est pas gigantesque sur un budget de plus de 20 milliards de dollars. Ils envisagent 2,5 milliards pour les péages et puis 800 millions d'autres recettes, mais de recettes commerciales. Donc le gap, en grande partie, le gap vient des 9 à 10 milliards, y compris de dotation de la collectivité, des payroll tax, etc., etc. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de solution miracle côté new-yorkais, mais il y a quand même cette idée soulevée par Gilles Carrez de dire qu'est-ce qu'on fait avec la route. Je l'ai dit souvent à Laurent Probst, une autorité organisatrice des mobilités qui ne s'occupe que des transports collectifs, elle est unijambiste. Voilà. Si vous allez à Oslo, les mêmes, et à Lyon d'ailleurs, les mêmes s'occupent de la route et des transports collectifs. Et ça permet de faire des choses. Alors, ne soyons pas trop gourmands. Il y a 5 500 000 voitures en Île-de-France. Si vous leur mettez une taxe de 100 € par an, une vignette, 550 millions, c'est pas mal. Mais ce n'est pas le milliard et demi peut-être ou les 2 milliards qui nous manquaient. Et puis ça pose un problème parce que ceux qui utilisent la voiture, c'est ceux qui sont loin de tout. Voilà, donc si vous taxez sur les voitures, je vous rappelle 2 chiffres tout à l'heure, le chiffre de 25 a été souligné, je crois, par François Durovray. Vous avez 400 000 voitures par jour qui circulent, 400 000 déplacements en voiture par jour à l'intérieur de Paris. Il y en a 8,5 millions par jour, grande couronne. Voilà, c'est un peu plus de 20 fois plus. Donc si vous taxez essentiellement les déplacements automobiles, vous tapez sur la grande couronne qui n'a pas de transport collectif. Donc, moi, en tant qu'économiste, je suis depuis longtemps un partisan du fait que la route paye la route et qu'il faut, avec la baisse de la TICPE, de l'électrification,
Il faut aller vers une redevance d'infrastructure, mais ne croyons pas que la route va payer les transports collectifs. Donc voilà les possibilités. Donc vous voyez sur le gap, les Américains ont inventé beaucoup de choses qui existent déjà chez nous. On peut sans doute aller un petit peu plus loin, alors soit en déplaçant des curseurs, en disant faites un petit effort sur la TVA, donnez-nous un petit peu de la plus-value, ou des choses comme ça. Alors, on va inventer une taxe sur les SUV, parce que voilà, c'est à la mode. Mais ne croyons pas que ça va résoudre le problème. C'est des choses un peu symboliques, un peu marginales, 50, 100 millions d'euros par-ci, par-là. Donc la mécanique fait qu'on est très largement dépendant du versement mobilité et qu'effectivement, même en l'augmentant un tout petit peu, ça fait tout de suite des sommes importantes puisque vous représentez 5 milliards. Donc ça, c'est à peu près, c'est ce qui est certain. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur le R et sur le D pour réduire le gap? Il faut quand même y penser à ça. Sur le R, sur les recettes, on a entendu beaucoup de choses là-dessus ce matin. Je pense qu'il va falloir faire évoluer le R. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de modifications du système de tarification qui tiennent compte de la distance, par exemple, ou qui tiennent compte de l'usage. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des systèmes, vous savez, s'il existe à Singapour ou en Angleterre, quand vous prenez le train, vous badgez à l'entrée, vous badgez à la sortie. Et si vous badgez à l'entrée et à la sortie en dehors des heures de pointe, on vous fait une réduction sur votre abonnement. Par contre, si vous ne badgez qu'en heure de pointe, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus haut. Ils vont même plus loin à Oslo pour que les gens marchent. Si vous badgez à 1 km de votre domicile et que vous finissez à pied, ils vous donnent une prime pour les faire marcher. On va un petit peu loin là. Mais vous voyez que sur le R, le fait qu'il va falloir augmenter les tarifs, et j'ai été content d'entendre Marc Pellissier dire qu'il était pour une augmentation de 2 à 3% par an. On n'a pas bien compris si c'était avec ou sans l'inflation. Mais le président de la métropole de Lyon dit la même chose. Il reprend l'héritage de ses prédécesseurs en disant « À Lyon, on a un taux de couverture de plus de 50%, ce qui est unique en France pour une grande ville, parce que les prix ont augmenté régulièrement avec l'inflation. Si les prix augmentent, vous devrez vous réfléchir à une tarification solidaire différente de celle qui existe aujourd'hui. Parce que ce qui existe aujourd'hui, c'est très bien, hein, ça a été mentionné tout à l'heure, par Madame la Présidente, il va falloir organiser quelque chose de beaucoup plus pointu sur la tarification solidaire. Et là encore, il y a des villes de province, Strasbourg, Nantes, Rennes, qui ont fait ça depuis maintenant plusieurs années. À Rennes, à Strasbourg, vous avez un quotient familial très bas, vous payez 10 € par mois et vous circulez gratuitement sur les transports collectifs. Vous avez un revenu de cadre, eh bien, on est à Strasbourg, on n'est pas à Paris, vous payez 50 € ou 59. Donc il faut réfléchir à une tarification solidaire pour rendre acceptable ce qui va devoir changer dans les années à venir. Gilles Carrez parlait de l'ouverture du Grand Paris Express, qui va faire un service d'extrême qualité. Et ce service de qualité serait payé à coût nul par rapport au service actuel. Donc je pense qu'il faut absolument réfléchir à ça. Donc ça, c'est sur le R, les recettes. Sur le D, la concurrence, c'est pas si mal. Hein. La concurrence, c'est pas... Je vous donne juste un chiffre qui vient de l'Union européenne. En 2018, un train en Allemagne, un train subventionné, parce que le train régional est toujours subventionné, un train opéré par la Deutsche Bahn ou par Keolis ou par Transdev, c'est un peu moins de 9 € de subvention le train kilomètre. Un train SNCF en France, en 2018, régional, c'est 27 € de subvention par train kilomètre, plus qu'au Luxembourg. J'ai du mal à croire qu'on ne puisse pas baisser les coûts dans ce cas-là. Et puis ce matin, M. Castex a parlé de la belle période d'avant les années 2020, avant l'inflation et le Covid, où l'inflation était très faible. Vous regarderez les chiffres sur les comptes de transport de la nation. Les dépenses pour le Transilien, 2010-2019, c'est plus 7% par an. C'est-à-dire pratiquement un doublement en 20 ans. Et je regarde après l'offre en termes de train-kilomètre, 73 à 74 millions. Elle n'a pratiquement pas bougé. Même chose d'ailleurs sur le métro, un petit peu plus augmenté. Donc, on est dans des situations où sur les dépenses, on a un problème, ce qui est le coût de la centralité, ça a été mentionné par le DGITM ce matin. La dépense publique dans les transports collectifs des grandes villes fait face à des rendements décroissants. Il faut investir de plus en plus pour attirer de moins en moins de voyageurs sur les routes. Je précise que c'est pareil pour les TGV et c'est pareil pour les réseaux d'autoroutes. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'en faire. Donc,
le problème que nous avons à traiter en Île-de-France, que vous avez à traiter, c'est ça. C'est de dire comment je vais faire face au rendement décroissant de la dépense publique. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent public. Laurent Probst l'a expliqué ce matin. Et cela dit, ça n'aura pas un effet extraordinaire sur le report modal et d'ailleurs sur les émissions de CO2. Et ça va être quelque chose qui va être difficile à gérer d'ici les 10 ans qui viennent. Et je finis juste en tant que Lyonnais par la flèche du Parthe. Vous savez, pendant le confinement, nous, provinciaux, on rigolait. Quand je voyais mes collègues de Dijon et de Bordeaux, on disait enfin, les Parisiens ont découvert qu'ils avaient une vie horrible. Des logements petits, chers, des déplacements extrêmement longs. Il fallait voilà. Et donc, on ne peut même pas inviter les amis à la maison, c'est trop petit. Voilà. Nous, on trouvait ça absolument drôle que les Parisiens ont enfin découvert. D'où votre remarque sur le fait que ceux qui le peuvent essayent de quitter l'Île-de-France. Et je reviens encore 10 ans en arrière, quand le Grand Paris Express a été lancé par M. Sarkozy, vous n'avez peut-être pas su ça, mais ça a été lancé parce que l'Île-de-France était en perte de vitesse majeure. C'est-à-dire que de 1990 à 2010, 10 régions françaises, les anciennes régions, Languedoc-Roussillon, etc., Midi-Pyrénées, Aquitaine, avaient une croissance de l'emploi plus forte que celle de la région parisienne. Et je vous rappelle que la région la plus dynamique de 1990 à 2010, c'est la Corse. Sans TGV, sans autoroute. 90% d'emplois en plus. Donc la mécanique, le Grand Paris Express est effectivement un pari pour relancer l'attractivité parisienne, mais cette relance coûte extrêmement cher du fait du rendement décroissant de la dépense publique. Voilà, je vous remercie. Merci pour le cours du professeur Crozet. Merci beaucoup. La Corse, il faudrait voir d'où ça part. Si ça part de très bas, les pourcentages sont en augmentation forte. On a bien compris qu'il fallait être imaginatif, Yves. Jusqu'où on pourrait aller, par exemple, de récompense plutôt que de taxer, comme on en parle beaucoup depuis ce matin? Est-ce qu'on pourrait récompenser des comportements vertueux, par exemple la dépossession d'une voiture, qui aurait une prime, des choses comme ça? Oui, c'est des choses qui viennent de se faire en région PACA, puisque là, encore une fois, on innove pas mal en province. Il faut quand même là aussi, il faut éviter les effets d'aubaine. Ce qu'a très bien expliqué Mohamed Merzgani ce matin sur les effets d'aubaine liés à ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple. Le billet à 9 €, immense succès. Les plus optimistes disent qu'il y a 10% des utilisateurs qui venaient de la voiture. Donc le report modal a été extrêmement faible. Donc dire si vous abandonnez votre voiture, je vous donne les transports gratuits pour 6 mois, pourquoi pas, parce que c'est que pour 6 mois. Mais on voit bien qu'on est sur des signaux que les élus ont besoin d'envoyer. Donc ce type de mesure est nécessaire. Mais vous voyez bien, par exemple, qu'actuellement, les primes données pour l'achat d'une voiture électrique paraissent énormes, 7 000 €. Mais le prix d'une voiture électrique est tel que le marché de la voiture électrique monte exactement comme il a monté en Norvège, au fur et à mesure du remplacement des véhicules et au fur et à mesure de la baisse relative, progressive des voitures électriques. Donc il y a des phénomènes de tendance longue. Voilà. Et je pense que, sincèrement, pour l'Île-de-France, il y a une négociation collective à avoir. Ça a été évoqué en disant qu'est-ce qu'on peut faire sur les tarifs pour avancer, qu'est-ce qu'on peut faire avec le versement mobilité. Moi, je suis assez sensible à ce qui a été dit sur la modulation du versement mobilité en fonction de la qualité de l'offre de transport. Parce qu'une entreprise qui est localisée très loin de tout en région parisienne, elle va payer un taux de versement mobilité élevé, alors que ses salariés sont obligés de prendre la voiture. Je pense aux entrepôts logistiques, par exemple. Alors que d'autres entreprises qui sont très bien localisées et très bien desservies, je pense que là, il y a certainement une négociation possible à avoir avec mon voisin. Et plutôt que de déplafonner des versements de mobilité, je pense que c'est plutôt l'idée de dire, ce qu'a dit Bruno Bernard ce matin, regardons de près ce qui se passe et on peut sans doute avoir à la fois plus de rentabilité et plus d'acceptabilité. Merci beaucoup. Avec votre contribution, on a encore alourdi la liste, enfin allongé, pardon, la liste des propositions qui vont être discutées dans les semaines qui viennent. Je voudrais, avant de donner la parole à Grégoire de Lasteyrie pour la conclusion, vous donner à vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Là-bas, je crois que c'est le conseiller du sénateur Jacquin. Oui, tout à fait. Bonjour. Merci beaucoup et merci beaucoup, comme toujours, à Yves Crozet pour ces exposés toujours très complets. J'avais juste un tout petit point, parce on raisonne vraiment là sur l'Île-de-France, quand même rappeler la chance qu'on a
en Île-de-France par rapport à d'autres régions, déjà d'avoir un système de transport très intégré avec au moins un pilote unique. Et donc, il y a tout un débat, notamment sur le versement mobilité additionnel qui va s'offrir très bientôt, notamment pour d'autres régions, qu'on ne va pas avoir trop besoin d'ouvrir en Île-de-France. Mais sur les questions de VM, il y a évidemment la question du déplafonnement au niveau du taux, qui est plus élevé et qui a des taux variables et qui sont fixés dans la loi. Mais il y a une autre variable qui, pour l'instant, n'a pas été trop évoquée, c'est l'élargissement de l'assiette, à savoir, est-ce qu'on n'a pas une réflexion aussi à mener? Aujourd'hui, c'est à partir de 11 salariés, et avoir des évaluations pour savoir si on redescend à 10, à 9, à 8, à 7, combien est-ce qu'on peut générer en plus, ce qui permettrait de réavoir plus de justice aussi éventuellement entre les différentes typologies d'entreprises. Et j'avais une question pour M. Wiesmann, à savoir, vous me disiez tout à l'heure que dans vos projections, d'ici 2030, avec l'augmentation de la masse salariale et donc l'augmentation mécanique du VM payé par les entreprises, on serait autour, si j'ai bien compris, de 1 milliard d'euros supplémentaires. Quid de la part que ça représente dans les recettes prévisionnelles et dans l'ensemble du budget d'Île-de-France Mobilité, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'avec l'inflation, c'est une partie de l'augmentation de la masse salariale est aussi faite en rattrapage de l'inflation. Et donc, est-ce que, avec ce milliard supplémentaire, la part contributrice des entreprises augmente dans le budget d'Île-de-France Mobilité, dont les dépenses évidemment augmentent aussi vis-à-vis avec l'inflation? Je regarde Laurent parce que je ne sais pas ce qui a été mis dans les chiffres de projection, mais à mon sens, le milliard dont je vous parle fait partie du milliard 6 potentiel, enfin des 2 milliards 3 plus exactement, potentiellement intégrés. Pardon ? Peut-être prendre le micro, Laurent Pobst. En fait, dans la prospective que l'on a montré ce matin, on a déjà pris la dynamique de versement en volume du versement mobilité. Donc je ne connais pas les chiffres, je ne peux pas vous dire milliard, mais en valeur absolue, le chiffre n'est pas contestable. Le milliard supplémentaire à 7 ans, il n'est pas contestable. Maintenant, il s'inscrit, si on l'inscrit dans le budget global qui est de l'ordre de 13 milliards, on sera encore sur un ratio de près de 50% du versement mobilité qui contribuera aux 2,3 milliards de plus nécessaires en 2030. Plus, bien évidemment, les effets sur le pass Navigo dont on a parlé, qui pèseront dessus. Donc, mécaniquement, j'ai envie de dire, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de sanctuarisation du VM, c'est qu'on sait que ce versement mobilité va croître au fil des années de façon mécanique et naturelle. Donc, rajouter à cela un déplafonnement serait une double peine pour les entreprises. Merci. Sur l'assiette du VM, est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire? Gilles Carrez, Yves Crozet? Il faut se demander pourquoi je crois que Manuel Valls a remonté. Il était de 9, il est remonté à 11, si je me souviens bien. Le seuil a été remonté. Ça a été fait parce qu'on pensait qu'il y avait des effets de seuil. Et je pense qu'effectivement, pour des petites entreprises, ça existe. Parce que quand vous passez d'un seul coup un salarié en plus et que d'un seul coup, vos 12 salariés deviennent redevables du versement mobilité, là, le choc est important. Donc on peut réfléchir à baisser le seuil, au moins autant qu'on peut réfléchir à le monter. Yves Carrez? Sur les taux, on a quand même une différence importante selon la qualité de l'offre, puisque maintenant on est à 2,95 sur Paris et les 3 départements de Petite Couronne, qui est justifié, enfin s'agissant de ces 3 départements, notamment dans les perspectives de l'arrivée du Grand Paris Express, et on a un taux bien inférieur sur les départements de Grande Couronne. En revanche, je pense que à partir du moment où la qualité de transport va sensiblement s'améliorer au-delà, sur certaines communes, au-delà des départements de Petite Couronne, il sera légitime de revoir à ce moment-là le taux à la hausse. Mais pour moi, le taux, il est quand même lié, l'évolution des taux doit être liée à celle de l'offre. C'est très clair. Une autre question, Madame, ici. Charlotte Nenner, je suis conseillère régionale Île-de-France du pôle écologiste. Moi, je me posais la question de l'offre. En fait, on a parlé du choc d'offres, mais c'est aussi générateur de ressources. Quand on est passé au pass Navigo à tarif unique, il y a eu quand même plus 10% de vente de pass Navigo. Donc, c'est aussi générateur de ressources. Et je pense que c'est un peu un pan qui a été oublié dans les possibilités.
Je voulais aussi aborder la question du versement mobilité. Je pense qu'il y a aussi des façons de récompenser les pratiques vertueuses en matière de mobilité durable des entreprises franciliennes. Et il y a des façons aussi de moduler ce versement mobilité justement pour inciter à ces pratiques vertueuses. Merci beaucoup pour ces deux remarques. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question, faire une dernière remarque avant de conclure avec Grégoire de Lasteyrie? Bon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez été Yves Crozet. Excusez-moi, juste un mot sur ce que vous venez de mentionner, madame, sur la question des effets de bord. Quand on a dézoné le pass Navigo, la demande pour les passes Navigo a augmenté. Mais elle a augmenté parce que c'était un effet d'aubaine pour des gens qui avaient intérêt à prendre un pass Navigo et qui ont arrêté de prendre des tickets. Et on a aujourd'hui la même chose avec le versement mobilité durable. Une entreprise peut décider de verser à ses salariés 450 €, je crois, par an. Ça peut pousser des salariés à dire, dans ces cas-là, donnez-moi cet argent, c'est l'équivalent de ce que vous me donniez avant avec la partie du pass Navigo sur l'année, et moi je passe au vélo et en plus je télétravaille. Et donc on sait que le télétravail a fait disparaître un certain nombre d'abonnés réguliers, parce que pour différentes raisons, vélo plus de temps en temps un ticket occasionnel, on va perdre de la clientèle. Donc attention au fait que des groupes de clients se déplacent assez rapidement. Ça a été mentionné ce matin par Marc Pellissier pour les touristes, qui, au lieu de prendre le Paris Visite, prennent le pass hebdomadaire parce que finalement, ils y gagnent. D'où l'augmentation du pass hebdomadaire qui pénalise malheureusement ceux qui ne sont pas des touristes. C'est QFD. Merci beaucoup. Grégoire de Lasteyrie, une petite conclusion en quelques minutes avant de passer à la suite. Alors, tâche difficile que de conclure cette table ronde parce que les débats ont été extrêmement riches, beaucoup de choses ont été dites, des choses qui parfois d'ailleurs ne sont pas totalement convergentes entre les différents interlocuteurs, mais je retiens plusieurs points. Le premier point sur la tarification usagée qui n'était pas pile dans cette table ronde mais qui a néanmoins été évoquée par plusieurs d'entre nous, c'est que si hausse il y a de cette tarification usagée, il faut évidemment qu'elle soit en lien avec une hausse du service et de la qualité de service, c'est évidemment essentiel. Et donc, évidemment, les investissements qui sont aujourd'hui prévus par Île-de-France Mobilité pour permettre cette hausse de cette qualité de service sont indispensables. Donc, on ne peut pas revenir sur les investissements des années qui viennent. Le second sujet qui a beaucoup occupé nos débats, c'est évidemment la question du versement mobilité. Et si la table n'a pas nécessairement été conclusive sur ce sujet du versement mobilité, moi, ce que je retiens, c'est que de toute façon, il ne pourra pas à lui seul être la réponse unique aux défis de financement d'Île-de-France Mobilité dans les années qui viennent. Et l'exemple de New York en ça est extrêmement intéressant parce que la réponse qui a été donnée à New York, c'est bien un panier de recettes supplémentaires pour pouvoir atteindre l'objectif de financement des transports. Et c'est dans cette direction, évidemment, qu'il faut travailler. Et en ça, je trouve que plusieurs recettes qui ont été évoquées ici méritent d'être creusées plus. Il y a la question, évidemment, de la taxe non pas la taxe carbone, mais en tout cas, on va dire les recettes pour favoriser les déplacements décarbonés par rapport aux déplacements carbonés, avec les difficultés qu'on a pu voir sur la route. Et c'est pour ça que je trouve que la question notamment de la petite logistique et de la livraison de colis qui se développe énormément avec les GAFA est évidemment un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse dans les années qui viennent à pouvoir avoir une fiscalité qui à la fois permette d'être bénéfique au transport et puis permette aussi peut-être de protéger nos cœurs commerçants de nos petites communes franciliennes et de nos grandes communes d'ailleurs. En tout cas, je peux y voir beaucoup d'avantages. La question de la plus-value foncière, évidemment, se pose, tout en préservant les recettes des départements, mais cette question-là, évidemment, se pose, et les investissements, évidemment, pourraient se retrouver financés par les plus-values qu'ils permettent de générer à un endroit précis du territoire. La question de l'attractivité de l'Île-de-France pour les visiteurs aussi. Gardons en tête que si en Île-de-France en moyenne, la taxe de séjour fait que vous payez entre 2 et 5 € par jour et par nuitée et par personne dans nos hôtels, à Londres, vous êtes en moyenne à 10 €.
Donc Londres est à 2-3 fois supérieur à ce qu'on paye en France. Et je n'ai pas l'impression que Londres ne soit pas attractif pour les touristes à cause du sujet de la taxe de séjour. Donc évidemment, là aussi, des nouvelles recettes. Et la question de la fraude, qui a été soulevée par Marie-Ange Debon, est aussi évidemment intéressante. 200 millions d'euros de manque à gagner par an sur la fraude dans nos transports, ça interroge. Et la question de la fiabilisation du sujet sur lequel des avancées législatives sont nécessaires, des questions d'ailleurs s'étaient posées sur ces dernières années et n'avaient malheureusement pas pu aboutir, devront arriver. Et puis la question de la mise en concurrence, qui également a été réévoquée sur cette table ronde, avec évidemment là aussi les effets de productivité et de bénéfices à la fois pour l'autorité organisatrice en termes de recettes et à la fois pour l'usager en termes de qualité de service. Cette ouverture à la concurrence devra, je pense, être un des points importants de l'équilibre des recettes dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier les 6 intervenants de cette 4e séquence.